L'Afrique, être initié, c'est mourir. Entrer dans la légende de son peuple, sous le regard protecteur des ancêtres. En Éthiopie, cette quête initiatique repose sur la cérémonie du saut du taureau. En Centrafrique, elle a pour but la récolte du miel, le liquide de vie. Périlleuse mais exaltante, l'initiation est l'aventure d'une vie. L'histoire d'une double conquête, celle de la liberté, celle de l'amour aussi. Bientôt, 3 jeunes gens vont quitter à jamais le monde de l'enfance pour naître une nouvelle fois. Et devenir des hommes. La vallée de l'Omo, dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Une des dernières régions sauvages du continent africain. Collé a 18 ans, il est hameur. Pour ce peuple de pasteurs nomades, le bétail est plus qu'une nécessité, une raison de vivre. Sous une chaleur écrasante, le jeune hameur accompagne les gardiens qui guident leurs bêtes vers la rivière Omo. Nous sommes en décembre, au début de la saison sèche. Pour posséder son troupeau, Collé doit devenir un homme, à l'image de Berti, le grand chef de son clan. Collé et Berti surveillent l'autre rive, où vivent leurs ennemis de toujours, les Boumis. Bientôt, Collé les combattra pour défendre son territoire. Mais il doit d'abord respecter la loi de son peuple et entrer dans l'âge adulte. Pour un hameur, être un homme est un immense bonheur, car nous avons une culture forte. Nous sommes très soudés. Ici, tous les jeunes veulent ressembler à Berti. Il est aimé des siens et craint par ses ennemis. Chez nous, ce sont les anciens qui décident du moment de notre initiation. Alors j'attends. Mais avant d'être considéré comme un homme, je devrais affronter le saut du taureau. C'est une cérémonie importante. Elle crée des liens très forts entre nous. Je crois que Collé est prêt maintenant. Il est temps qu'il se prépare pour son voyage initiatique. S'il réussit, il pourra avoir une femme, des enfants et du bétail, comme moi. Il connaîtra l'honneur d'être un hameur. J'espère devenir un Donza, un homme, et me montrer digne de la confiance de Berti. Le cœur de la forêt équatoriale en Centrafrique. Un labyrinthe vert où la nature excessive se joue de l'échelle humaine. Perché quelque part entre ciel et terre, cet homme risque sa vie pour un rayon de miel. Les pygmées Baka sont des chasseurs-cueilleurs. Ils vivent dans la réserve de Dzanga-Sanga, au sud-ouest de la République centrafricaine. Banda a 16 ans. Il est le gardien du feu. Le jeune Mata l'accompagne. Ils s'aventurent en forêt avec Kipoyo et Mongodje, les plus grands cueilleurs de miel de leur village. Veiller sur le feu. Lourde responsabilité pour Banda, qui marque le début de son initiation. Selon la légende Baka,
le premier homme a découvert le premier feu. Depuis, il ne s'est jamais éteint et se transmet au fil des générations. Mata et Banda découvrent peu à peu les mystères de la forêt. Ils savent désormais combien le feu est précieux pour récolter le miel, car il permet d'enfumer les abeilles et d'éviter leurs piqûres. Chez les Baka, les jeunes volent les secrets des anciens en les observant et en les imitant. Un peu plus loin, Issapa, un autre grimpeur, examine les restes des repas des termites ramassés au pied d'un arbre. Il trouve des corps d'abeilles, signe que la ruche est proche. L'arbre déploie sa hauteur vertigineuse sur une trentaine de mètres. Pour la quête du miel, le liquide de vie, le Baka est prêt à braver tous les dangers. Ici, sa vie ne tient qu'à une fine ceinture de lianes, la yenda. Après une longue et éprouvante ascension, Issapa est attaqué par des milliers de mouches qui tourbillonnent autour de lui. Il tente de repérer le nid, en vain. Aujourd'hui, pour le chasseur-cueilleur, la ruche est inaccessible. Les Baka redescendent souvent bredouilles. Dans son village en Éthiopie, Collé s'apprête à partir pour son grand voyage initiatique. Auparavant, il assiste à la cérémonie du Gali, le tout premier rituel qui marque l'entrée dans la société Hammer. Âgé de 6 mois, le petit est lavé puis béni par Berti, le chef du clan. Au cours de leur vie, les Hammer ont 2 occasions de se laver selon un rite sacré. La première lors du Gali, la seconde après leur passage à l'âge adulte. Collé espère qu'il sera bientôt digne de se purifier une nouvelle fois. À tour de rôle, les hommes se passent l'enfant et crachent sur lui une concoction de café. Ce liquide sacré le protégera durant toute son existence. Collé crache et donne au bébé son nom, Christiane. À l'issue de la cérémonie, les hommes accueillent l'enfant par des invocations. Désormais, il fait partie du clan. Pour Collé vient le moment du départ. Il est accompagné d'un skia, un jeune page du nom de Koda. Comme le veut la tradition, celui-ci n'a pas encore été initié.
première étape de la quête initiatique s'appelle Ukuli. Plus qu'un voyage, il s'agit d'une errance au sein du territoire hameur. Sur la route, une femme chante les exploits d'un valeureux chef guerrier qui a autrefois triomphé d'un lion. En la croisant, Collé se laisse aller à rêver. Un jour peut-être, sur ce même chemin, une femme de son clan racontera une histoire illustrant sa propre bravoure. En décembre, lorsque les pluies se font plus rares, les Bakas partent s'installer au cœur de la forêt avec leurs femmes et leurs enfants. La légende raconte que le dieu Komba a chassé les Bakas du paradis car ils faisaient trop de bruit. Il les a envoyés dans la forêt où ils ne dérangeraient personne. Pour les Bakas, toute activité forestière touche le domaine de Djengi, l'esprit des lieux. Les femmes poussent de grands cris, les djodels. Elles expriment leur joie et communiquent avec les âmes des ancêtres. Chez nous, l'homme montre aux enfants comment chasser et chercher le miel. Pour trouver une ruche, on doit garder les yeux en l'air pour voir les abeilles et aussi repérer leurs restes au pied des arbres. Il faut être d'une famille de chasseurs de miel pour ne pas avoir peur de grimper tout en haut des arbres. Les autres ont peur. Beaucoup sont morts en allant chercher le liquide de vie. Mata et Banda sont mes neveux. Ils vont apprendre en nous regardant faire. Cueillir le miel, ce ne doit pas être quelque chose de forcé. C'est ton cœur qui décide. C'est lui qui sait quand tu peux y aller. Je n'ai pas peur quand Kipoyo part chercher le miel. Lorsqu'il en trouve, je le sais toujours. Mais j'ai peur des mauvais génies. Moi, j'ai peur de perdre mon homme. Sans lui, je ne peux plus nourrir ma famille. Mais je sais que mon Godje doit prendre ses risques. Pour nous, le miel est vital. Mon Godje a trouvé le Kuma, le miel des abeilles qui ne pique pas. La difficulté consiste à fendre le nid au bon endroit. Parfois, les hommes épuisés coupent leurs lianes. Mourir pour un rayon de miel, c'est aussi le sort des Bakas. Fasciné, Mata observe le travail de mon Godje. Les efforts de mon Godje sont enfin récompensés.
Le miel récupéré est amer et très liquide. Mongodje prend soin de ne pas perdre une goutte de l'or jaune. La cueillette est bonne. Aujourd'hui, les esprits accompagnent les hommes. Après avoir passé de longues heures suspendu dans le vide, Mongodje peut enfin goûter le précieux nectar. Sous la protection de Djengi, l'esprit de la forêt, Banda et Mata savourent à leur tour le liquide de vie. Kolé marche depuis 3 jours. 3 jours d'errance entre 2 mondes, celui de l'enfant qu'il n'est plus et celui de l'homme qu'il espère devenir. Avec le page Koda, il longe les rives de l'Omo, face aux terres des Bumi, redoutables ennemis. Le jeune Hammer découvre les lieux qui jalonnent l'histoire de son peuple. Ce rocher est célèbre. Autrefois, un lion aimait venir s'y reposer. C'est là qu'un valeureux chef guerrier l'a affronté. Koda désigne l'étendue de leur territoire. Les Hammers n'ont pas vraiment de village. Chaque famille possède 2 ou 3 cases disséminées dans la vallée de l'Omo. Malgré son jeune âge, le page connaît bien la culture des siens. Il porte un petit tabouret en bois, le borkoto. Utilisé aussi comme oreiller, il symbolise la vie nomade des Hammers. Kolé entame maintenant l'ultime phase de son voyage. Il part annoncer aux hommes de son clan le jour de son initiation, qui sera marqué par la cérémonie du saut du taureau. Kolé et Koda arrivent au camp nomade, où sont réunis les troupeaux. Ces hommes se préparent à la guerre. Ils tirent en direction de la rive où vivent les Bumi qui leur ont volé du bétail pendant la nuit. Les guerriers sont déterminés, à tuer mais aussi à mourir. Demain, ils iront combattre leurs ennemis. Pourtant, les Hammers sont heureux de se rassembler autour de Kolé. Le futur initié rêve de les accompagner, mais c'est impossible. Tant qu'il n'est pas devenu un homme, il ne peut pas se battre à leur côté. Il espère qu'ils seront tous de retour pour célébrer son initiation. La coiffe des guerriers illustre leurs exploits. Les couleurs prouvent qu'ils ont triomphé de bêtes sauvages. Les plumes, qu'ils ont tué des ennemis.
Durant son initiation, Kolé tient le boko, phallus de bois de 24 cm. S'il devient un dongsa, il aura un fusil à la place. Le jeune hameur lance son invitation. Il donne à chacun un brin d'herbe séchée qui comporte 4 nœuds. Il symbolise le nombre de jours avant la grande cérémonie du saut du taureau. Selon la coutume, chaque invité devra défaire un nœud par jour. Les hommes boivent le café pour bénir le voyage de Kolé. Bientôt, ils vont se séparer. Les guerriers partiront se battre et Kolé rentrera au village. Aujourd'hui, certains se voient peut-être pour la dernière fois. Kolé est considéré comme un prince durant son initiation. Le page Koda a pour mission de récolter sa nourriture. D'après la légende, le dieu hameur a conçu Bakimoro, le premier homme, à partir d'une vache et de miel. Lors de son parcours initiatique, Kolé doit se nourrir essentiellement de lait et de miel afin de créer les conditions de sa renaissance en tant qu'adulte. Ici, le miel n'est pas sauvage. Chaque famille possède son arbre, chaque individu sa propre ruche, fabriquée par ses soins. Pour ce peuple de pasteurs nomades, le lait et la viande représentent les deux aliments essentiels. Le miel sert principalement de médiateur entre les familles des futurs époux. Son offrande facilite la discussion autour des projets de mariage. Chez les hameurs, tout le travail lié aux vaches et au miel est exclusivement dévolu aux hommes, car eux seuls sont considérés comme les descendants de Bakimoro. De retour chez lui, Kolé s'apprête à déguster le miel de Koda. La plupart des hommes sont à la guerre. Les femmes de son clan sont fières de soutenir le jeune hameur et de le traiter comme un prince. Les trompettes sonnent l'approche de la grande cérémonie qui va rassembler tout un peuple. Leur timbre joyeux balaie momentanément le sombre souvenir de l'écho des fusils. Au petit matin,
les Baka quittent leur camp pour chasser. Leur chant appelle la protection de Djengi, l'esprit de la forêt. Tout le village participe dans la joie. Les femmes et les enfants accompagnent les chasseurs. Ils espèrent capturer des céphalophes, petites antilopes sauvages. Avant d'être déployés, les filets doivent subir un rituel de purification. Monsombo, le père de Banda, offre sa salive aux esprits pour s'attirer leur faveur. Il imite le cri de l'antilope afin qu'elle se laisse plus facilement attraper. Il invoque les génies, sollicite leur aide pour la chasse. Mata et Banda sont en âge d'installer eux-mêmes leurs pièges. La chasse constitue une phase cruciale de leur initiation. Aidé par Kipoyo, Banda accroche son filet à ceux des autres chasseurs. Cette grande responsabilité est aussi une chance de prouver son habileté. Désormais, il attend que les rabatteurs poussent le gibier dans sa direction. Un céphalophe s'est pris dans son filet. C'est un signe, le Djengi est avec Banda. Mata est furieux. Banda et lui ont trop hésité à tuer l'animal. Vexés par les réflexions moqueuses de leurs aînés, ils se rejettent la faute. Heureusement, les cris des rabatteurs se font à nouveau entendre. Les génies de la forêt n'ont pas abandonné les chasseurs. Pour effacer leur mésaventure, ils leur offrent un céphalophe rouge. Et cette fois, Mata ne perd pas une seconde. Dans la forêt, trouver de la nourriture est très difficile. Mais aujourd'hui, les Baka sont heureux. Ils ont capturé plusieurs céphalophes. Ils vont pouvoir nourrir tout le village. Perché à plus de 35 mètres, Mongodje creuse le trou du miel. En équilibre sur sa branche, ce grimpeur extraordinaire domine toute végétation. Comme un oiseau surgit de l'ombre, envolé de la canopée, il tutoie le soleil. Le visage de Mongodje exprime un calme étonnant. Ici, pourtant, le moindre écart ne pardonne pas. L'an passé, l'un des plus grands chasseurs-cueilleurs de son village est mort. La branche sur laquelle il se tenait a cédé. Kipoyo le rejoint bientôt. Funambule sans filet, inconscient du danger. En langage pygmée, Baka signifie le geste de l'oiseau qui se pose sur une branche. Lorsqu'il cueille le miel, l'homme ressemble à l'oiseau. Après la récolte,
ils volent conquérir d'autres ruches. Au pied de l'arbre, chacun retient son souffle. Là-haut, dans le ciel, les Baka ont peut-être trouvé du miel. Mongodje sait qu'il suffit d'une seule piqûre d'abeille pour que tous les saints foncent sur lui. À cette hauteur, une telle attaque serait fatale. Dorés et luisants, les premiers rayons de miel sont gorgés de chaleur et de lumière. Ici, le miel est beaucoup plus sucré que celui qui se trouve en contrebas, dans l'ombre de la canopée. À 40 mètres de haut, Kipoyo s'offre une dégustation au soleil. Dans la forêt, avec l'épaisse végétation, il ne le voit presque jamais. En bas, c'est la fête. Banda et Mata se pressent pour récupérer le panier. Les jeunes Baka ont franchi une étape essentielle de leur apprentissage. Ils ont capturé un céphalophe et le panier qu'ils ont préparé déborde de miel. Mais ils ne se sentent pas encore prêts à récolter tout là-haut, le liquide de vie. En Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, la bataille est finie. Plus de 40 guerriers sont morts. De retour au village, les Hameurs se regroupent pour le saut du taureau. Ces hommes s'appellent les Mazes. Déjà initiés, ils sont considérés comme des adultes, mais ils ne sont pas encore mariés. Leur rôle est d'assister le novice pendant les rites préparatoires. En l'honneur de Kolé et des femmes de leur clan, ils se font beaux comme des fleurs. Ces jeunes filles sont des proches de Kolé. Par leurs chants et leurs danses, elles entament un rite de séduction. Bientôt, elles vont venir provoquer les Mazes. Selon la tradition, les Mazes commencent à fouetter les femmes. Loin d'être réticentes, elles implorent le châtiment, prouvant ainsi leur dévotion à leurs futurs époux. Pour elles, ce rituel constitue aussi une forme d'initiation. Plus le sang coule, plus la jeune fille a de succès, et plus sa beauté est grande. En fin d'après-midi, les bêtes sont guidées vers le lieu de la cérémonie. Choisi par les anciens, cet endroit possède une entrée et une sortie symbolique.
Les hameurs arrivent par centaines, de toutes parts. L'annonce du saut du taureau s'est propagée dans les villages alentours, comme par magie. Avant de rejoindre les siens, Collé doit accomplir un dernier rituel secret. Un cercle restreint de Mazes l'entoure et lui tient les mains. Le futur initié est accroupi sur une peau de vache immaculée. Entre ses jambes écartées se trouve le boko, le phallus de bois, prisonnier des fouets des Mazes. Les Mazes passent le boko à travers 8 bracelets de fer. Après le saut du taureau, ceux-ci seront offerts à Collé. Il les portera pour garder son troupeau. Le phallus de bois est enfin libéré de ses entraves. Collé s'affranchit de son adolescence. Il commence à prendre le contrôle de lui-même. L'un des Mazes verse du lait de vache sur le boko. Ce geste symbolise l'acte physique de la conception et la renaissance initiatique. Le boko est ensuite frotté sur le bras du jeune hameur avant de lui être rendu. Collé est prêt à affronter l'ultime étape de son initiation. Dans le lieu désigné par les aînés, les Mazes ont rassemblé une trentaine de bêtes. Le novice attend, seul, nu comme au jour de sa naissance. Enduits de charbon de bois et d'huile, les charcoal Mazes, derniers garçons initiés, tournent autour du troupeau. Le grand moment approche. Les Mazes commencent leurs incantations. Ils alignent les bêtes pour former le pont sur lequel Collé devra sauter. S'il réussit, il aura fait un pas décisif vers son destin d'homme. S'il échoue, il jouera toute sa vie de Mingi, de malchance. Il sera tyrannisé par son clan et aura du mal à trouver une femme. Le jeune hameur doit franchir 4 fois et sans tomber le pont qui symbolise le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Collé a réussi. Les Mazes posent leurs mains sur sa tête. L'enfant a cédé la place à l'homme. Il aura désormais le privilège d'être appelé Karimba, nom de la première vache sur laquelle il a sauté. Au cœur de la forêt centrafricaine, Banda et Mata pénètrent dans la saline de Dzanga-Sanga. Mikama, le vieux maître chasseur, les accompagne. Figure essentielle de la communauté Baka, lui seul peut rencontrer les esprits majeurs
et initier les jeunes garçons au secret du Djengi. Autrefois, la saline était au cœur du territoire des Baka. C'est là qu'ils venaient chasser. Avant, pour devenir un homme, un Baka devait percer le flanc d'un éléphant avec sa lance. C'était difficile et très dangereux. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, nous devons protéger cet animal. Nous n'avons plus le droit de le chasser. Le jeune Banda écoute, fasciné. Il imagine Mikama le jour où il a tué son éléphant. Il lui a fallu beaucoup de courage et d'habileté pour aller au cœur de la saline enfoncer une lance immense jusque dans le ventre de l'animal. À l'époque, la culture Baka reposait sur la symbolique de l'éléphant, considéré comme nourriture suprême. Tuer l'un d'eux, c'était le grand rituel de passage. Une fois l'éléphant mis à mort, les Baka accouraient pour le découper, sous le regard protecteur du maître chasseur. Au camp, chacun se prépare à célébrer Onyomo, l'esprit de mort, une divinité très redoutée. Auparavant, Banda et Mata ont été emmenés dans la forêt, dans un endroit tenu secret. Là, ils ont été tués rituellement. Sur leur visage, les petites taches blanches de la couleur des esprits sont une marque de spiritualité. Autrefois, les Baka fêtaient Onyomo pour initier les plus jeunes à la chasse à l'éléphant et au gorille. Aujourd'hui, ils l'invoquent pour effacer définitivement l'enfant qui sommeille encore en eux et donner naissance à l'adulte. L'esprit de mort aidera-t-il Banda et Mata à devenir des hommes? Tout le village chante et danse pour le convaincre. Car il reste encore aux deux jeunes garçons une épreuve à franchir, la récolte du liquide de vie. Au petit matin, Banda et Mata décident d'aller cueillir le miel. Cette fois, ils se sentent prêts. Banda s'apprête à vivre un moment décisif. Il a trouvé du miel. Son premier arbre s'offre à lui comme un défi, symbole de la femme qu'il lui faudra bientôt conquérir. En bas, Mata guide son compagnon vers l'endroit où se situe la ruche. Sur sa branche, le jeune Baka est seul. Pour repérer le nid, il suit les indications de Mata et se souvient de tout ce qu'il a appris en observant les chasseurs-cueilleurs. Kipoyo les a rejoints. Banda a enfin trouvé la ruche.
Il va maintenant récupérer le yangui, constitué de feuilles fraîches enfumées. Banda souffle sur le yangui pour dégager de la fumée et faire sortir les abeilles sans se faire piquer. En bas, Mata n'y tient plus. Il veut lui aussi percer le trou du miel. Banda doit prouver qu'il est aussi habile avec sa hache qu'avec son filet de chasse. Mata prend le relais, s'appliquant à reproduire les gestes de ses aînés. Pour ces jeunes garçons, percer le trou du miel est un rite de fécondité. Il symbolise leur maturité sexuelle, leur capacité à prendre femme, mais aussi à nourrir leur famille. Mata parvient à récolter quelques gouttes du liquide de vie. Pourtant, ils n'ont pas vraiment creusé au bon endroit. Pour Banda, ce miel a un goût particulier, le premier miel de sa vie d'adulte. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour mériter pleinement le nom de Baka. Et pouvoir s'envoler comme des oiseaux vers les plus hautes cimes de la forêt. Collé arrive au terme de son voyage. Il connaît désormais la culture et la loi de son peuple. Dans sa vie d'homme, c'est le premier matin du monde. Au cœur du désert, il se rend avec ses deux compagnons au lac Choubert, un lac salé qui renferme des sources d'eau chaude, bénies et sacrées. Ici, Collé se lave une nouvelle fois. Ce rituel de purification célèbre aujourd'hui son passage à l'âge adulte. Le jeune initié porte une couronne avec des plumes d'autruche et possède maintenant son propre fusil. Collé est devenu un mase. Il se souvient des paroles de Bertie qui l'ont accompagné durant son initiation. Nous aimons la liberté. Nous n'avons pas de maître. La terre nous appartient. Nous voyageons avec nos troupeaux et buvons du lait de vache et du miel. C'est notre façon de vivre et nous voulons la transmettre à nos enfants. Collé est fier. Il se sent prêt. Prêt à faire la guerre, à garder un troupeau, mais aussi à fonder une famille. Chez les Hammer, les femmes sont des abeilles. Demain, l'une d'elles trouvera Collé, beau comme une fleur, et le choisira pour époux. L'enfant est mort. L'homme est né.